C'est un combat absolument complexe, mais complexe parce que tout simplement, cette complexité, elle n'est pas naturelle, elle est pervertie par la désinformation. C'est la désinformation qui organise cette perversion. Par contre, la réalité sur le terrain, de tous les points de vue, est une réalité au profit d'une orientation d'indépendance de Touareg. Et les Touaregs n'ont pas transigé sur cette question. Le plus important pour le Touareg, ce n'est pas un État islamique ou un État non islamique. L'important pour les Touaregs, c'est un État indépendant. Et ça, c'est l'acquis majeur du mouvement national de libération de l'Azawad, qui a réussi à convaincre les notables et Touaregs à accéder à ça. Bien sûr, au même moment, comme vous le disiez tout à l'heure dans la discussion, c'est que ces gens-là n'ont qu'un seul soutien, c'est le peuple Touareg. Ansar-Din, ils ont le soutien de grandes puissances pétrolières ou de monarchies pétrolières, plus une perversion sans précédent de l'information. On dit qu'il y a un chat tué à l'Azawad, sachant qu'il n'y a jamais ni de chat, ni de chèvre, ni de chameau. Donc c'est l'AFP. L'AFP, bien sûr, moi je ne dénonce pas ce média, mais ce média participe à une stratégie de domination de la région. Est-ce que cette participation de l'AFP étant l'agence française, l'agence France, voilà, c'est une agence française, est-ce que là aussi on ne peut pas parler quand même de manque, d'absence de véritable indépendance pour certains médias, notamment lourds, français, quand il s'agit de questions internationales? Est-ce qu'il n'y a pas la mainmise finalement de l'État, de l'État français, de la diplomatie française sur ces médias, donc l'AFP, parce qu'il s'agit d'une question très sensible, internationale, mais aussi liée au passé colonial de la France. C'est une question assez complexe et l'approche, on peut le voir par étage. Déjà dans le débat national français ou par exemple de l'autre côté national algérien, tout le monde accuse les médias de féodalité. Tout le monde, y compris dernièrement dans le débat autour des présidentielles, Sarkozy accuse les médias, d'une manière un peu paradoxale, de féodalité. Donc ça c'est malgré les moyens de réponse des uns et des autres. Chaque parti a des moyens pour éclairer l'opinion publique. Mais on porte l'accusation. Donc forcément, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a toujours quelque chose. Au niveau national, la même chose. Côté Alger, lors des élections législatives, tout le monde accuse tout le monde. Les médias, l'unique, donc la télévision unique, l'unique, elle est au service d'un lobby militaire, politique, etc., etc. Donc, si on arrive à créditer cette idée, ou à les créditer au niveau national, au niveau d'un pays, maintenant au niveau international, je suis absolument désolé, il n'y a pas de médias indépendants. Les médias, ce sont le prolongement des stratégies d'État. Le reste, c'est du mensonge, c'est de l'intox. Le reste, c'est juste pour calmer les tiers instruits. Par contre, les gens éclairés comprennent, savent que ou les agences, ou le gros média à vocation internationale, c'est le prolongement d'une stratégie. Prolongement d'une stratégie de deux façons. Par adhésion, et donc par conviction, ou sur instruction. C'est un média public, il suffit de mettre quelqu'un à la tête de ce média public, et bien sûr de changer le staff ou la ligne éditoriale, et bien sûr ça prolonge la puissance publique. Et ce qui est logique, ce qui est normal. Personne ne conteste ça. Mais votre question a plus de légitimité
plus de finesse si on bascule, on sort du prolongement. Bien sûr, si je peux citer, l'AFP, si elle souhaite et elle veut prolonger la politique d'une puissance comme la France, une puissance internationale, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est tout à fait normal. La France, c'est une puissance, elle doit avoir les moyens de sa politique internationale. Mais le problème qui est contraire à la déontologie journalistique, c'est quand elle verse dans le mensonge. Les médias d'Alger, qui chaque jour, ils reprennent le discours du pouvoir algérien, qui cadre et qui colle parfaitement bien à l'orientation qui est donnée par l'AFP, c'est pas un problème, à la limite. Mais quand ça verse dans le mensonge, comme disait quelqu'un, si j'ai assassiné, ils vont me condamner, je l'accepte, et j'accepte le verdict, mais quand j'ai rien fait, c'est ce qu'on appelle le double crime. Et aujourd'hui, les stratégies internationales s'appuient autour, bien sûr, pas directement. Aujourd'hui, on parle de l'AFP, on ne parle pas de la politique internationale française. On accuse l'AFP, on n'accuse pas. Mais sachant que c'est le prolongement. On est rentré. Pour atteindre un objectif, il faut aller vers la perversion. Et ça, c'est bien sûr depuis, moi je le dénonce personnellement, c'est la nouvelle culture du néo-conservateur, depuis Bush. On invente le mensonge, en partant que la communication s'efface, l'information chasse l'information, le mensonge sache le mensonge, on ne retient jamais le mensonge de la source, on retient que le mensonge d'après, et bien sûr, la stratégie s'installe. Et ça, c'est une nouvelle culture, néo-conservatrice, donc néocoloniale. Justement, en revenant sur cette stratégie internationale de la France en Afrique du Nord, est-ce qu'il n'est pas vraiment un problème? Ça fait maintenant, depuis au moins 50 ans que ça dure et ça continue. Et moi, il me semble là, que la stratégie de la France est une stratégie profondément anti-amazigh, anti-berbère, favorable à l'idéologie arabo-musulmane, à tous ces régimes d'idéologie arabo-musulmane qui veulent éradiquer la majorité d'Afrique du Nord. Comment expliquer cette attitude de la France? Et par la même occasion, est-ce qu'on peut s'attendre on a vu Sarkozy, il a été clair par rapport à cette question de l'Azawad, il a été très clair. Pour lui, il est hors de question de remettre en cause l'intégrité territoriale du Mali. Et il a même dit dans le débat entre les deux tours que l'Algérie, on doit faire confiance à l'Algérie pour résoudre ce problème en l'assistant. Hein. Est-ce qu'on peut attendre que la politique de Hollande sur cette question va changer? Ensemble, je reprends par la dernière phrase, elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Et tous les alibis évoqués ici et là, à Paris ou à Alger ou ailleurs, participent à une stratégie de domination. Quelle est l'origine de ça? À mon sens, il y a deux explications. Deux explications qui peuvent chevaucher, peuvent se compléter, mais c'est deux explications de fond et pratiquement on a les textes qui justifient tout ça. C'est que la France a, par sa diplomatie, par le Quai d'Orsay, a une culture arabo-islamique ou arabo-musulmane absolument fondée sur l'arabité d'Afrique du Nord. C'est un dogme. L'arabité d'Afrique du Nord et bien sûr l'islamité d'Afrique du Nord. Vous ne trouvez pas un seul spécialiste au Quai d'Orsay ou autour du Quai d'Orsay spécialisé dans les langues ou les cultures autochtones, donc la majorité. Vous ne trouvez pas. Par contre, vous trouvez par dizaines et par centaines de grands spécialistes prestigieux de toutes les questions arabo-musulmanes. Des gens raffinés dans la langue arabe, et dans la culture arabe, dans la symbolique arabe, dans la poésie arabe, et ainsi de suite.
pas un seul consul qui ne parle pas arabe. Il y a une profonde orientation de la politique internationale française concernant cette région vers des considérations arabo-islamiques. C'est un vieux fantasme orientaliste qui remonte à une époque du royaume arabe. Donc, et même de l'époque coloniale, le rapport de l'émir à la France, le rapport de la France à l'islam, les accords de Tefna étaient absolument clairs. Un des points centraux des accords de Tefna disait le respect du lieu de culte et de l'islam. Donc, la France, il a une fascination, je dirais, qui remonte à l'époque du Sulayman le Magnifique, vis-à-vis de cette région. Et pense, ces chercheurs, ces experts en politique internationale, en relations internationales, pensent, ils sont profondément convaincus, j'ai eu affaire à eux, certains, par leurs écrits, d'autres dans des colloques, dans des conférences, ils ont cette conviction que cette région, elle est arabo-musulmane. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, la France a un passé colonial. Et elle connaît profondément la région, l'Afrique du Nord. Donc, elle ne peut pas, la France en tant que puissance, elle ne peut pas dire qu'on ne connaît pas la région, c'est pas possible. À la limite, c'est pas les Américains, ou c'est pas les Russes. Mais eux, par les moyens scientifiques dont dispose la France, ils ont pénétré, ils ont fait des recherches très poussées sur toutes les régions d'Afrique du Nord et ils savent exactement de quelle orientation démographique, culturelle, politique, linguistique se fonde cette région-là. Il y a quelque chose qui relève du complexe, je ne suis pas psychanalyste, mais du complexe d'Oedipe. Il y a quelque chose d'incestueux dans ce rapport de la France à l'Afrique du Nord. Il n'a que pour mot, pour désigner cette région, d'arabité. Et ça, les pouvoirs se succèdent, gauche ou droite, mais l'orientation et la position vis-à-vis de cette région, elle est la même, constante. Elle est parce que, je disais, c'est dans une relation pratiquement d'orientation insidieuse, ça suppose la négation. La négation du père, ou la négation de la mère. Et donc forcément, la politique française internationale vis-à-vis des États-Unis, c'est la négation de l'identité de cette région-là. Et tout le malaise dans le rapport de la France avec cette région, et plus particulièrement de l'Algérie vis-à-vis de la France, se fonde sur cette négation. Pas sur autre chose. Et le reste, participe simplement à camoufler. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est dans l'âme ou dans l'intimité du rapport de la France à l'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Nord à la France? Et ça produit bien sûr aujourd'hui des effets néfastes. Vous demandez à l'ambassade de France, à Alger ou à Rabat, une bourse pour apprendre l'arabe à la Sorbonne, vous l'aurez. Vous demandez à l'ambassade de France 1 euro pour financer un centre de langue berbère à Tizi ou dans un autre coin d'Afrique du Nord, vous ne l'aurez pas. Donc, comment on peut s'expliquer, sachant que c'est là toujours l'argent public? Et donc, l'explication, elle est, à mon sens, la suivante. C'est pas la France en tant que puissance, mais c'est une influence des orientalistes d'origine européenne, occidentale ou d'origine syro-libanaise
sur la politique du Quai d'Orsay. À titre d'exemple, hein, il faut nommer un chat un chat. Sur une question qui concerne l'Afrique du Nord, ils n'inviteront jamais un spécialiste sur l'Afrique du Nord. Ils inviteront un spécialiste sur le Liban, du Liban. Les Antoine, hein, les Antoine, si on peut se permettre. C'est même une question du Touareg. Même je sais pas, un spécialiste kabyle, un spécialiste tchaoui, n'est pas toute la compétence pour parler de la Zouade. Ils inviteront un Libanais ou un Syrien pour parler de la Zouade. Ils ont leurs paroles, les paroles d'évangile. Les paroles d'évangile. Donc c'est une question absolument perverse, une attitude, et donc qui dit l'introduction de comportements pervers dans les relations internationales, il ne vise qu'une seule chose, la domination. Et la domination commence par le nom. C'est moi Dieu, et c'est moi qui donne le nom. Vous n'êtes pas berbère, vous êtes arabe. Vous n'êtes pas amazir, vous êtes berbère. Vous n'êtes pas berbère, vous êtes maghrébin. Vous n'êtes pas kabyle, vous êtes beurre. Je vous donne le nom. Je vous nomme. C'est Dieu qui nomme. Et vous êtes forcément musulman, bien sûr. Hein? Et vous êtes nécessairement, forcément, par conséquent, musulman. Même si vous buvez, ils vous trouvent autour d'un comptoir et avec un whisky, vous êtes musulman. Même si vous leur, combien même vous leur dites, je ne suis pas musulman, mais ils vous êtes musulman. Donc c'est cette relation de perversion. Malheureusement, c'est la pour objectif la négation. Et forcément, quand il y a négation, il y a frustration. Et ici, il y a frustration, il y a tension. Ici, il y a tension, forcément conflit. Qui peut aller jusqu'à des conflits en 54, etc. Sachant, à tête reposée, et en méditant d'une manière sage. Parce qu'un peu, les berbères, ils ont cette grande qualité de la sagesse gratuite. Parce que la sagesse, ça coûte de l'argent. Hein. Il faut payer pour ça, pour être sage. Et je pense que, à tête reposée, et ça c'était un peu, j'étais avec un groupe de chercheurs et on écoutait une intervention du président François Mitterrand lors de l'unification des deux Allemagnes. Il avait dit quelque chose qui m'a un peu surpris et j'ai sursauté même. Il disait que l'avenir de la France est au sud. Et le journaliste lui a posé la question, le sud c'est quoi? Il a dit l'Afrique du Nord. C'était un moment de sagesse avant sa mort. C'était un moment de sagesse parce que tout simplement, s'il y avait une compréhension mutuelle, une politique d'échange et de relations équilibrées, puis fondamentalement, l'avenir de la France est au sud. Il y a une forte communauté francophone. J'additionne hein, autour de 100 millions. En intégrant bien sûr la Zouade, le nord du Niger et tout le reste. Seulement, la France va vendre du livre. Elle ne va pas vendre... Supposons tous les pays vont s'émanciper économiquement de la France, ils n'importeront pas... Ils n'importeront rien de la France, ils importeront uniquement l'instrument de la langue française, le livre. La France peut faire un chiffre d'affaires absolument conséquent. Mais cette clairvoyance, cette sagesse, elle était juste ponctuelle et une réaction vis-à-vis à la constitution d'une grande puissance à l'est de la France, l'Allemagne. Et par réaction à l'Allemagne, la France... Mais comme l'Allemagne réunifiée n'est plus belliqueuse, elle est européenne, elle est amie de la France, donc on revient au vieux fantasme de domination de l'Afrique du Nord. Moi, à mon sens, ce problème, il est fondamental et il explique quelque part, par extension, l'attitude de la France. Oui, effectivement, parce que comment se fait-il que le MNLA, depuis janvier, ne cesse de dire que voilà, nous, notre projet, bien sûr, c'est la libération de l'Azawad et la mise en place d'un État démocratique, moderne et laïque. Et la France est restée sourde à tout ça. Comment se fait-il? Comment expliquer cette position de la France? Alors, est-ce que la France aujourd'hui préfère avoir en face, c'est-à-dire au sud de la Méditerranée, pour elle, des États voyous
des États qui produisent justement l'obscurantisme, qui produisent le terrorisme et qui menacent la France d'ailleurs. Qui menacent la France et qui menacent les valeurs que la France prétend non, mais défendre. ici, il y a un problème, ça c'est franchement, et vous avez absolument raison, même comme ça par excès ou par polémique, de dire que c'est une maladie. Je vous renvoie sur un détail. En France, il y a une forte communauté d'origine nord-africaine qui s'est installée en France depuis des décennies et des décennies, pourtant c'est 1000 ans. Mais je vais prendre juste l'élite. L'élite qui est ici, on peut les découper en deux. Il y a ceux qui chantent le discours islamiste et ils ont les honneurs de la République. Exactement. Il y a ceux qui sont profondément laïcs, démocrates, qui mènent un combat pour la liberté, républicains, pour l'émancipation. Ils sont dans l'adversité. Entre un démocrate d'origine algérienne ou algérien sur le territoire français, il n'est jamais invité sur une chaîne publique ou pas publique pour donner son sentiment ou son avis, même contradictoire. Par contre, vous voyez sur toutes les chaînes et les médias qui défilent de Tarek Ramadan, des imams, de toutes sortes. Y compris des imams, qui vient faire son sermon sur LCI, ouais, effectivement. y compris des imams. Ouais. Et donc c'est quoi en réalité? C'est celui qui, donc dans la communauté nord-africaine en France, donc algérienne, marocaine, tunisienne, qui sont pour les valeurs universelles, la liberté, l'émancipation de la femme, etc., sont dans la diversité. Parce que ces gens-là, ils n'accepteront pas de compromission, ils n'accepteront pas la soumission. Ils sont profondément pour la liberté et une liberté pour tous les peuples, et toutes les cultures, et toutes les religions. À l'est, à l'ouest, au sud, au nord, au Moyen-Orient, au Maghreb. Quand on est libre partout. Et on est libre, et cette liberté, elle est pour tout le monde. Par contre, l'autre frange, celle qui, de Tarek Ramadan jusqu'au reste, qu'elle soit raffinée dans la langue ou pas raffinée, comme Tarek Ramadan, ou comme l'imam qui passe sur LCI, qui parle, mais il ne sait même pas parler correctement. À ces deux extrêmes, ils sont pour la combinaison. Ils sont pour, à l'extrême, pour une gouvernance sous tutelle. Prenez tout ce que vous voulez et laissez-nous gouverner la communauté musulmane. Ça, c'est le discours des élites islamiques en France. Ouais. Et donc, par extension, si les pouvoirs publics en France se comportent de cette façon-là vis-à-vis de des citoyens français d'origine vraie, d'origine maghrébine ou algérienne, je ne parle même pas des étrangers résidant en France. Ils sont tenus par une certaine réserve. Mais je vais parler les nationaux dont les parents sont d'origine nord-africaine. Si la puissance publique se comporte de cette façon-là vis-à-vis de ses citoyens, comment elle va se comporter vis-à-vis des autres citoyens ou des autres ressortissants d'autres puissances ou des autres puissances? S'il y a une perversion ici, s'il y a une négation ici, nécessairement, il y a domination à l'extérieur. Domination à l'extérieur. Et ça, bien sûr, on refuse le débat sur ce type de questions. Il y a un vrai problème parce que tout simplement, le projet porté par la puissance publique est un projet de domination. De domination. Et c'est là où on perd beaucoup de plumes, où la puissance publique perd beaucoup. Parce que s'il y a une vocation de puissance internationale, s'il n'est pas dans la recherche de formes de tutelle, mais c'est la recherche de formes de liberté. Et ça, les Américains, ils l'ont bien compris. Les Américains ne traitent pas les Sud-Coréens de la même façon. Y compris leur soutien dans le Golfe. Ni Qatar, ni Abu Dhabi, ni la Russie. Les Américains traitent avec respect
les émirs d'Arabie Saoudite. Ils font même jusqu'à le soustraire du territoire américain par des vols spéciaux pour qu'il échappe à la justice américaine. Les parents de Ben Laden. Donc les Américains, ils ont un comportement. Vous êtes avec moi, nous serons toujours ensemble, même en enfer. Et ce qu'ils ont fait avec les Saoudiens, ce qu'ils ont fait avec les Qataris, avec les Israéliens, avec tout ça, ce que vous voulez. Les Français, non. Ils ont un comportement. La France, je ne sais pas les Français sont pour rien. Un peu généreux. Mais la puissance publique en France, elle a ce type de comportement, un comportement pratiquement insistueux, de négation. Ah oui, d'accord, vous partagez les mêmes valeurs avec moi, restez de côté. Vous n'avez même pas le droit à la charité chrétienne. Par contre, moi, je dois séduire l'autre qui est contre moi. Et l'autre qui est contre la puissance publique, il va devenir exigeant. Et même jusqu'à devenir haineux. Plus il est haineux, plus la puissance publique capitule, en réalité. C'est ça. C'est ce qu'on voit au quotidien aujourd'hui. Ce qu'on voit au quotidien. Donc, et ça, ce schéma, ce paradigme d'analyse au niveau du territoire français, vous pouvez l'élargir. Moi, hier, j'étais un peu... sachant que je dénonce profondément tout ce qui se passe en Syrie, j'étais absolument outré qu'on met dehors une femme belle et moderne, belle et émancipée, l'ambassadrice de la Syrie, et va être sûrement, d'ici 2 ans, 3 ans, remplacée par une femme avec son tchador, autant que diplomate de la Syrie islamiste. Et la France n'est pas en train de jouer avec le feu, là, il n'y a pas un danger qui la guette en continuant cette politique suicidaire, bon, moi je dirais suicidaire, en tout cas dangereuse, quoi, pour elle, pour ses valeurs. Je pense que c'est lié également, je reviens à ce que j'avais évoqué tout à l'heure, une question de contexte. Avant, la France avait des moyens de la puissance internationale, parce que c'était une puissance d'abord coloniale. Elle avait des territoires au-delà des mers, outre-mer. Aujourd'hui, la France n'a pas ces moyens. D'où le danger. Avant, elle avait les moyens, elle pouvait colmater facilement les brèches et les tensions. Aujourd'hui, elle n'a pas les moyens. Et en continuant comme ça, elle perd ses alliés. Ses alliés dans le sens, pas forcément au sens pervers du terme, non, au sens objectif du terme. Ceux qui partagent les mêmes valeurs. Voilà, surtout en termes de valeurs. Moi, tout mon allié est celui qui milite pour la liberté. Et celui qui est contre la liberté est mon ennemi. Donc forcément, en continuant, en persévérant dans cette voie de négation, elle va perdre. Et d'une manière, comme on dit, pas simplement stratégique, mais de manière opérationnelle, donc de manière tactique, beaucoup de communautés, je cite, à la périphérie. Pour exemple, les chrétiens de Syrie dénoncent aujourd'hui le comportement de la politique internationale de la France. Les démocrates tunisiens dénoncent une forme de collision avec le pouvoir islamiste en Tunisie. Les quelques comme on dit, forces démocratiques en Libye, et particulièrement berbères, ils sont mécontents de ce qui se passe en Libye. Les Marocains, on ne peut pas accuser les Marocains, démocrates, syndicalistes, des gens qui ont toujours lutté pour l'émancipation de la femme, pour la liberté, pour l'amitié franco-marocaine, sont aujourd'hui mécontents. On peut être mécontent une année. Et si le mécontentement se structure, ça se transforme en une force de riposte. Donc forcément, vous avez absolument raison de dire qu'il y a un danger. Il y a un danger. Et ce danger-là, parce qu'il faut mieux avoir un allié durable, faible, même qui ne représente pas la majorité des gens, qu'un opportuniste haineux. Voilà. Qui est à la tête du Tripoli ou qui siège à Carthage. Effectivement. Alors pour finir, on va revenir à l'Azawad pour conclure. Alors est-ce que, à votre avis, donc aujourd'hui, on a notamment en tant que berbère, en tant que berbère, mais aussi en tant qu'hybride de justice et de liberté, est-ce que on a intérêt et on doit soutenir le MNLA et le combat des Touaregs pour
la libération de l'Azawad, en fait, pour la libération, pour l'instauration de cet État indépendant de l'Azawad? À mon avis, avant de répondre à cette question importante, il y a une confusion à lever. Il n'y a pas d'accord entre le MNLA et Ansar-Dine. Pour la simple raison, il y a un protocole, donc un peu une parole tribale. Suite à une réunion de notables et de chefs de tribus à Gao, qui a donné une orientation et qui a recommandé aux forces politiques de l'Azawad de s'entendre en affirmant que l'indépendance est irrévocable, mais il demande aux forces politiques de s'organiser pour trouver l'organisation étatique, institutionnelle, politique qui permet d'asseoir définitivement cette indépendance. Donc ça, c'est un acquis majeur que tous les Amazirs, tous les Berbères doivent être fiers. Doivent être fiers. Qu'il vit de tel bord ou de tel bord, qui vit ici ou ailleurs, qu'il est sensible à la question. C'est une fierté, l'indépendance de l'Azawad est une fierté berbère. Une fierté amazigh sans précédent. Sans précédent depuis maintenant. Allez, je vais paraphraser Kateb Yassine pour lui rendre hommage. C'est un combat de 2000 ans qui aboutit. C'est un combat de 2000 ans qui aboutit. Maintenant, les dangers sont là. Les dangers sont multiples. Un contexte international très très dur, défavorable. Un peuple sans soutien, sans ressources financières, sans ressources d'information. Parce que tout combat suppose de l'information. Vous visitez le site de ce mouvement-là et il n'est pas, comme on dit, il ne correspond pas à la grandeur et à la noblesse de ce combat parce que tout simplement ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Et donc, pour revenir un peu à votre question, le combat de l'Azawad est le combat des Amazirs. Et le soustraire de cette dimension, c'est, je dirais, cette fois-ci, ce n'est pas une négation de l'autre, mais c'est une négation de soi. Donc, l'intox, la désinformation, le mensonge, la négation de l'autre participent à étouffer ce combat. Donc, mon sens, sans l'accord même des chefs ou des mouvements du MNLA, nous sommes berbères et nous sommes fiers de ce combat. Et nous devrons lui apporter tout le soutien. Chacun, bien sûr, contribue de sa manière, par la parole, par les gestes, par l'écrit. Mais abandonner c'est pas, parce que je pense qu'il n'y a pas dans le cœur des Amazirs, il n'y a pas le moindre crainte d'abandonner ce combat. Mais le danger, c'est de verser dans et d'écouter et de se référer exclusivement aux sirènes qui organisent le mensonge et la désinformation. Vraiment, le seul combat, moi j'ai pas l'âge de... C'est une expression chez nous, les Berbères, j'ai pas l'âge de mon enfant. Prenez tous les combats d'indépendance, d'Algérie au Vietnam, en passant par tous les autres pays, il y a eu toujours des solidarités qui s'organisent. C'est le seul combat qui ne suscite pas autant d'enthousiasme, de solidarité. C'est un combat juste pour la liberté. Maintenant, la forme de l'État, l'organisation de l'État, c'est ni à vous, ni à moi, ni à d'autres qui doivent l'organiser. C'est le seul combat dans cette région des Amazirs qui pose la question d'un État amazigh. Donc forcément, un État amazigh, dans les faits, les gens, quand ils étaient en assemblée, ils discutaient au quoi?
Ils discutaient en berbère et les seules interventions en arabe ou en français, c'était celle de Ansar ad-Din. En arabe, principalement, ça. Ouais, d'Ansar ad-Din. Donc c'est demain, s'ils écrivent la Constitution, à la différence des autres peuples berbères, ils écrivent en berbère, eux, leur Constitution. Entre eux, ils vont l'écrire en berbère. Maintenant, pour le faire connaître, ils vont le publier sûrement en français ou en arabe. Ça, c'est secondaire. Mais entre eux, ils l'écrivent en berbère. À la différence des autres berbères, d'autres régions, qui n'écrivent pas. Même s'ils maîtrisent le berbère, ils n'écrivent pas en berbère. Et donc, pour ça, pour cette volonté d'émancipation identitaire, culturelle, historique, mérite le soutien de tous les berbères. Et merci.